Les émissions de CO2 ont augmenté de 7% entre l'accord de Paris et aujourd'hui. La spécificité de l'accord de Paris, c'est d'avoir fixé 2 objectifs universels pour l'ensemble des signataires. Contrairement au protocole de Kyoto qui avait attribué des responsabilités différenciées à chaque État avec des objectifs plus ciblés, cette fois-ci, l'ensemble des 197 parties de l'accord de Paris se sont engagées à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré si possible. Et aujourd'hui, en 2023, lors de la COP28, on fera la première évaluation d'étape des progrès collectifs accomplis par les États vers ces objectifs-là. Donc il ne s'agit pas d'identifier les bons ou les mauvais élèves, de pointer du doigt tel ou tel pays, mais il s'agit bien d'évaluer la capacité globale des États du monde entier à tenir les objectifs universels de l'accord. Que je retiens la première information, et c'est la seule réalité biophysique qui compte, c'est l'augmentation mondiale des émissions de gaz à effet de serre entre 2015, la signature de l'accord de Paris, et 2022, la dernière année lors de laquelle on a des données disponibles. Les émissions de CO2 ont augmenté de 7% entre l'accord de Paris et aujourd'hui. Donc au niveau mondial, nous ne sommes pas sur la trajectoire nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés. Néanmoins, on voit qu'il y a des signaux de transition que l'on a pu identifier à l'échelle de certains pays ou zones économiques et de certains secteurs. Par exemple, on voit qu'il y a une vraie dynamique de transition, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas, qui est engagée au niveau des pays plutôt industrialisés, tandis que le gros de la croissance mondiale des émissions de gaz à effet de serre est plutôt porté par les pays émergents à l'heure actuelle, et en particulier les grands émergents tels que la Chine, qui occupe à peu près 70% de la croissance des émissions de CO2 depuis l'année 2000. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que tous les signaux de transition que l'on a pu observer ici et là sont généralement compensés par l'accroissement de la demande d'énergie, de biens et de services de consommation, avec un alignement des émergents sur des modes de consommation de plus en plus énergivores, à l'image de ce que font les pays industrialisés. Et donc c'est cette dynamique-là qui empêche les signaux de transition d'amorcer une véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui a entraîné donc cette hausse observée en 8 ans. Tous les chiffres disponibles indiquent aujourd'hui que nous consommons notre budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 que nous pouvons encore émettre dans l'atmosphère pour rester sous les seuils de 1,5 degré. Ce budget carbone est très largement entamé. Il a été divisé par 2 selon les dernières estimations publiées pendant l'année par rapport à ce que le GIEC identifiait dans son rapport 1.5 en 2021. Aujourd'hui, l'atmosphère s'est réchauffée en moyenne de 1,2 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Nous émettons encore environ à peu près 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. L'objectif 1,5 degré apparaît sinon condamné, au moins très fortement obéré par notre incapacité à faire réellement basculer notre système énergétique en dehors des énergies fossiles. L'objectif va être, je pense, aujourd'hui concentré sur les 2 degrés. Il y a plusieurs signaux positifs que l'on peut remarquer depuis la signature de l'accord de Paris. C'est d'abord l'accélération très impressionnante des investissements dans les énergies renouvelables qui dépassent désormais à l'échelle mondiale les investissements dans les énergies fossiles. 80% des capacités de production électrique qui sont installées dans le monde sont désormais des énergies renouvelables. Et donc ça augure d'une transformation du mix électrique et des préférences du marché vers des énergies plus vertueuses. En revanche, le mix électrique en soi n'a pas encore tout à fait basculé. Il faut d'autant plus d'énergie renouvelable pour remplacer une même capacité de production fossile en raison de ratios de production qui sont légèrement défavorables, comme l'éolien, le solaire, sont des énergies plus intermittentes. On a donc besoin de plus de capacité pour pouvoir produire une électricité équivalente à une centrale à charbon ou à gaz par exemple. Ensuite, on voit donc une électrification des usages assez substantielle, notamment dans le transport automobile, avec donc une pénétration des véhicules électriques à hauteur de 14% dans le marché au niveau mondial, et puis une accélération assez forte des ventes, que ce soit en Chine, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas en particulier. Beaucoup moins aux États-Unis, on n'a pas encore franchi le pas. Cette électrification, elle atteint aussi des mobilités douces qui n'étaient pas forcément accessibles pour certaines catégories de population. On pense notamment aux personnes les plus âgées qui peuvent désormais aussi préférer se déplacer avec un vélo électrique pour leur mobilité urbaine. Et puis en termes de mobilisation également, on peut dire que depuis 2015, il y a quand même une prise en compte du climat par les entreprises, par les villes, par les organisations de la société civile. C'est très fortement accéléré.